Arafat est mort à l'hôpital Percy de Clamart dans la banlieue parisienne. Chacun s'en souvient, chacun a encore les images en mémoire. Et ses obsèques à Ramallah, à l'heure où presque, où nous enregistrons cette émission aujourd'hui pour nous vendredi, ont été amplement médiatisées sur toutes les chaînes de télévision du monde. Nous reviendrons à la fin de cette émission sur les grandes images de la vie d'Arafat. Mais auparavant, avec vous, Christelle Ploquin, nous allons revenir sur la surenchère de révélations et de démentis qui a accompagné ces derniers jours en France son agonie et sa mort. Toute la dernière dizaine de jours. Alors nous, pour illustrer ça, on a choisi une journée, celle du jeudi 4 novembre, il y a 10 jours, qui était une journée particulièrement riche en rumeurs, en démentis, en contre-vérités. Et les téléspectateurs qui suivaient l'information en continu ce jour-là avaient bien du mal à savoir ce qui se passait vraiment, surtout à partir de 17h25. Regardez bien dans l'écran les horaires de chaque extrait. L'information qui vient de nous parvenir, une télévision israélienne affirme, en citant des sources françaises, que Yasser Arafat serait mort. À l'instant, le Premier ministre palestinien dément que Yasser Arafat soit cliniquement mort. Alors qu'en est-il? Patricia Loison, vous êtes à l'hôpital Percy de Clamart où Yasser Arafat est hospitalisé depuis la semaine dernière. Comme vous l'avez dit, la télévision israélienne, l'information est arrivée ici aussi, a annoncé le décès de Yasser Arafat, information qui est tombée il y a 17h25, il y a 2 minutes. L'état de santé du patient demande des traitements appropriés qui ont nécessité son transfert le mercredi 3 novembre dans l'après-midi dans un service adapté à sa pathologie. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Arafat n'est pas décédé. Apparemment, Yasser Arafat vient de décéder et je me demandais si je pouvais avoir votre réaction initiale sur cette question. Qu'en est-il du travail avec une nouvelle génération de Palestiniens? Ma première réaction est que Dieu bénisse son âme. Jean-Claude Juncker, le Premier ministre luxembourgeois, prochain président de l'Union européenne, a daté très précisément la mort de Yasser Arafat à 17h30. On apprend à l'instant que Juncker, le Premier ministre luxembourgeois, retire sa déclaration annonçant le décès de Yasser Arafat. Nous restons donc dans la plus grande incertitude ce soir. Après des proches du président de la République et des proches de Yasser Arafat, le président français aurait transmis au président palestinien ses vœux de rétablissement. C'est ce qu'il lui a dit. On ne sait pas si Yasser Arafat était conscient pour les recevoir, même si un proche du président palestinien affirme que Yasser Arafat aurait souri. Ce soir, la plus grande confusion règne autour de son sort. Arafat est en état de mort cérébrale. C'est ce que nous dit ce soir une source médicale française, dans un coma très profond de stade 4. Voilà la dernière information dont on dispose. Vous avez été les seuls pratiquement à annoncer vers 17h30 cet après-midi la mort d'Arafat. Est-ce que vous confirmez malgré le démenti officiel français ? Non, je crois qu'il y a une erreur là. Nous n'étions pas ni les seuls, enfin les seuls, je ne sais pas, mais la télévision israélienne n'a nullement annoncé quoi que ce soit à cet égard. Alors Yoav Tucker, on vous voit sur LCI à 19h30 répondre sur ce sujet. Il semblerait que toute cette confusion provienne d'une information donnée par la télé israélienne, la deuxième chaîne, donc celle pour laquelle vous travailliez ce jour-là, ce jeudi-là. Alors on a retrouvé l'extrait en question. Il était 18h20 heure israélienne, 17h20 heure de Paris. Yasser Arafat n'est plus en vie, semble-t-il. C'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs sources journalistiques. Il n'y a aucune annonce officielle. Nous attendons une conférence de presse qui devrait permettre de le confirmer formellement. Bien évidemment, nous transmettrons cette annonce en direct. Nous ferons le point régulièrement, tout de suite après la publicité. Voilà, alors vous étiez leur correspondant à Paris ce soir-là. Comment ça s'est passé exactement? Alors d'abord, la première fausse information ne vient pas de vous. Autant qu'on puisse remonter la chaîne, hein, et c'est vraiment pas évident. D'après ce que je comprends, après avoir fait la synthèse, et à 10 jours d'écart quand même, parce que les 10 jours fournissent des choses, le deux sources qui étaient à l'origine de la source citée par la source étaient d'une part Radio Monte-Carlo, en langue arabe, voilà, qui a été captée par une équipe, parce que vous savez, dans toutes les chaînes israéliennes, il y a des professionnels qui font que ça, qui écoutent, et surtout dans des moments
moment pareil, donc qui font des sténogrammes comme ça, des transcriptions des choses dites. Et donc, une information aux environs des 17h, 10, 15, 8, 18, je ne sais pas, d'une part, et d'autre part, une information qui a été diffusée sur un site internet français, et Proche-Orient.info, qui disait, qui écrivait, Arafat, d'après des sources journalistiques proches de l'hôpital, Yasser Arafat serait été mort. Ce qui a été compris par celui qui l'a lu dans le studio à Jérusalem, en marge du studio à Jérusalem, les nuances de la grammaire française concernant serait été et a été vite rattrapé par ils n'apprennent pas le conditionnel. Les conditionnels n'existaient pas dans la langue hébraïque. Ah, n'existent pas dans la langue hébraïque. Il y a des formes, mais pas en forme conjuguée. Et qui joue dans ces... Il y a l'animatrice que vous avez vue, là, et dont vous avez diffusé quelques extraits. Il y a à côté d'elle, assis sur le plateau à Jérusalem, notre expert du monde arabe. Il y a moi. D'ailleurs pas à l'antenne, que par voie téléphonique, qui circule devant la grille de l'hôpital à Clamart, et de temps en temps, on fait des valses, c'est-à-dire l'expert proche-oriental, le pauvre moi face à la grille, est-ce que quelque chose se passe, notre expert en matière politique qui donne un petit peu de commentaires, il faut habiller les temps aussi. Il y a la dynamique qui consiste à habiller les temps. Il faut dire des choses pendant X minutes où on attend la conférence de presse annoncée, mais qui n'a toujours pas lieu. Donc de temps en temps, on m'a consulté, si vous voulez. En même temps, c'est vrai que je passais des coups de fil à des collègues à moi qui étaient en contact avec... Qui étaient à côté de vous, à 2,50 m de vous, non? Non, des collègues qui s'est trouvé en ville, bien au chaud, à côté des dépêches qui tombent. Vous savez, les journalistes sur les terrains, les journalistes sur les terrains, pour tous les professionnels, ce serait vraiment un secret des 3e degrés. Pour tous les journalistes qui se trouvent sur le terrain, en face d'un événement extrêmement chaud, il faut l'infrastructure d'une dépêche, de la machine qui fournit des dépêches pour être au courant des 3-4 sources dont la provenance peut être Amman, Paris, Rio de Janeiro, Moscou et Washington. Oui, voilà, parce que ce qu'il faut dire, c'est que contrairement à ce que peuvent penser les téléspectateurs et contrairement à ce que l'image suggère, le journaliste qui est devant la grille de l'hôpital n'est pas, loin de là, le mieux placé pour avoir les infos. Et alors, vous êtes gentil. Et puis, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Il y a derrière tout ça, bien évidemment, une énergie d'ensemble. C'est ça le débat. C'est-à-dire que c'est vrai que l'opinion publique en Israël était en attente, comme toutes les opinions publiques au monde, mais nettement plus. Peut-être un peu plus. En attente de voir ces morts-là, effectivement, à prononcer. En tout cas, une des conséquences de tout ce que vous décrivez, c'est la grande incertitude, tous médias confondus, tout pays confondu, sur la santé d'Arafat et sur la nature de sa maladie. La nature de sa maladie, les causes de son décès, moi-même je ne suis pas en mesure de vous dire ce qui s'est vraiment passé puisqu'on n'en sait rien. Les réponses sont donc variées selon les chaînes, selon les journalistes, selon les jours et puis selon les sources des journalistes, sources qu'ils citent d'ailleurs de façon plus ou moins précise à chaque fois. D'après les confidences d'un médecin du Raïs à l'agence France-Presse, Yasser Arafat souffrirait d'une anomalie sanguine, provoquée soit par une infection virale, un cancer ou encore un empoisonnement. Nous avons eu des indications par un médecin qui a tenu à garder l'anonymat. Il s'agirait d'un problème sanguin. Selon mes sources au sein de la Moukata, Yasser Arafat a perdu connaissance. Le problème semble se trouver là, dans sa moelle osseuse qui apparemment fonctionne très mal. Elle est peut-être envahie par des cellules tumorales, peut-être pas à cause d'une leucémie. C'est-à-dire que c'est un cancer pour dire les choses simplement. C'est un cancer, effectivement, très probablement. Et puis là, en page 3, des spéculations sur Internet, rumeurs. Arafat avait peut-être le sida. Le premier bulletin de santé officiel de Yasser Arafat, donc hospitalisé à Paris, vous le savez, a confirmé aujourd'hui qu'il n'avait pas de leucémie. Le site internet d'un journal israélien citant des sources palestiniennes affirme qu'Arafat aurait ouvert les yeux cette nuit et communiqué avec ses médecins. De sources palestiniennes, Yasser Arafat n'irait pas mieux, son foie ne fonctionnerait plus normalement. Source à prendre avec beaucoup de prudence. Alors Gérard Sebag, je le disais, vous avez aidé à créer la télé palestinienne. Vous avez rédigé il y a quelques années un livre sur Soha Arafat, l'épouse d'Arafat, s'appelle Enfant de Palestine. Alors j'imagine que vous avez tenté de l'appeler, Soha Arafat. Oui, on tente de l'appeler. Bon, j'ai un téléphone, bien sûr, j'ai un téléphone. Donc, et vous l'avez eu ? Vous l'avez eu ? Je l'ai eu à un moment donné, et puis après je ne l'ai plus eu. Est-ce que vous avez eu le sentiment que Soha Arafat elle-même avait toutes les informations sur la nature de sa maladie ? Parce qu'encore aujourd'hui, on ne connaît pas la nature de cette maladie. On ne connaît pas la nature de sa maladie, c'est évident. Elle savait qu'il était dans un état critique, mais je crois qu'aujourd'hui, ça fait partie aussi du mystère et du mythe d'Arafat. C'est qu'encore aujourd'hui, il est mort et personne ne sait véritablement de quoi il est mort. Pas même sa veuve. Pas même sa veuve, puisque certains demandent maintenant qu'une enquête soit faite pour savoir exactement
quelle était la maladie dont il souffrait. Son médecin jordanien demande ça, oui. En fait, si Arafat avait été vivant, à ce moment-là, alors qu'il y a tout ce brouhaha autour de sa mort, il aurait été heureux, vous ne pouvez pas vous imaginer. Enfin, moi qui l'ai côtoyé à plusieurs reprises, il savait se servir des médias, il savait jouer avec les médias. Donc, de savoir cette confusion, même à la fin de sa vie, où on ne sait pas, où on donne des fausses informations, des vraies informations, avec son sourire que vous voyez là sur cette image, il aurait été particulièrement heureux. Non, les cafouillages servent les fantasmes. Et les fantasmes sont créateurs de chaos au Proche-Orient, en particulier au Proche-Orient. Mais aujourd'hui, que tout est terminé, ou demain, lorsque tout sera terminé, je pense qu'on aura tout à fait intérêt à dire très concrètement à quel moment, mais surtout de quoi est mort Arafat, pour ne pas permettre aux rumeurs dévastatrices au Proche-Orient, et on en entend déjà un certain nombre, de se développer. Enfin, on en entend un certain nombre, oui, empoisonnement, leucémie, sida, on a tout entendu. Absolument. Oui, il était très très difficile de dire des choses précises sur la santé d'Arafat, donc les médias français se sont rabattus sur l'argent, Christelle. L'argent, un nouveau thème qui apparaît en début de semaine, à partir de lundi, suite à un événement médiatique qui a lieu sur Al Jazeera le matin. Soit Arafat, donc l'épouse du leader palestinien, pique une grosse colère en arabe contre les hommes de la délégation palestinienne qui annoncent à ce moment-là leur arrivée à Paris. Elle les accuse de complot, elle les accuse de vouloir enterrer son mari vivant. Et du coup, les journalistes se penchent sur les raisons de cette colère, essayent d'en savoir un petit peu plus. Le trésor de guerre est bien au cœur de la succession de Yasser Arafat. Effectivement, il y a non seulement le pouvoir politique, mais ses comptes, ce budget de l'autorité palestinienne ou encore de l'OLP, qui ont parfois des frontières bien poreuses, dit-on. L'épisode Souha Arafat semble terminé. Elle a perdu la main. Elle n'a pas contrôlé ce bulletin de santé et elle assiste à la visite de personnes qu'elle ne voulait pas voir dans la chambre de Yasser Arafat. Vous savez qu'on la soupçonnait de vouloir mettre la main sur l'énorme magot, l'énorme succession de Yasser Arafat et de l'OLP. La fortune personnelle de Yasser Arafat était estimée en 2003 à 300 millions de dollars, ce qui lui permettait de figurer en 6e position au classement du magazine Forbes dans la catégorie familles royales et dirigeants. Selon le quotidien israélien Haaretz, les avoirs de l'OLP à travers le monde dépasseraient le milliard de dollars. On évalue la fortune personnelle de Yasser Arafat à plus d'1,5 milliard de dollars, c'est-à-dire quelque chose comme un tiers de tout le PNB global aujourd'hui des territoires palestiniens. Le leader palestinien serait, selon le magazine économique américain Forbes, en 9e position parmi les hommes d'État les plus riches au monde, avec un pactole personnel évalué à 200 millions de dollars. Principale accusation, le détournement des taxes sur les carburants vendus à Gaza et Jéricho, fournis par l'État israélien. Selon ce récent rapport du Fonds monétaire international, de 1992 à 2002, environ 900 millions de dollars auraient été ainsi détournés. La Banque de France s'est récemment inquiétée de très importants virements venus de banques suisses vers Paris sur des comptes de la BNP et de l'Arwa Bank au nom de Madame Souha Arafat. Montant total, 11 millions d'euros. Pour autant, le parquet de Paris s'est contenté d'une enquête préliminaire sans ouvrir d'informations judiciaires. Si mystère il y a d'un argent secret de Yasser Arafat, il est entre les mains de cet homme, Mohamed Rachid, conseiller financier personnel du Raïs et que l'on dit très proche de Souha Arafat. Mohamed Rachid manipule-t-il Souha Tawil Arafat pour le compte d'un troisième homme ? La question se pose de plus en plus ici à Gaza. Elle est fondamentale car celui qui détiendra les clés du trésor de guerre de l'OLP aura le principal atout en main pour devenir le futur président de l'autorité palestinienne. J'ai noté les mots, fortune personnelle, famille royale, magazine Forbes, pactole personnel, banque suisse, trésor. Alors, est-ce que tous les médias, est-ce que tous les médias se sont mis à délirer ensemble, à construire un polar financier parce qu'ils n'avaient rien d'autre à dire, ou est-ce que tout ça est vrai, c'était su depuis longtemps et c'était tu ? Je crois qu'effectivement, quand on parle d'un trésor, d'un magot, c'est vrai que l'OLP dans son ensemble a une certaine fortune, parce que l'OLP recevait des subsides depuis des années et des années d'un certain nombre de dirigeants arabes. Il fallait que c'était une organisation révolutionnaire. Donc il fallait payer les soldats, acheter les armes, etc., payer les martyrs et les familles de martyrs et autres. Mais la fortune d'Arafat en elle-même, pour moi, il n'a aucune fortune personnelle. C'est un type qui vivait misérablement. Il reprisait lui-même ses chaussettes. Sa vareuse, elle était... Oui, il reprisait ses chaussettes, absolument. Ah, ça n'a pas été dit. J'ai pas entendu ça dans les 15 derniers jours. Pourtant, voilà, une information complémentaire. Il reprisait ses chaussettes. Les boutons de sa vareuse, il les faisait lui-même. Et quand son épouse, à un moment donné, quand elle était à Paris, elle a dit « Mais il faut quand même...
qui change de veste. Ça fait des mois et des mois qu'il porte la même veste. Donc avec sa mère, Raymonde Aïtaouil, ils ont été effectivement lui acheter une veste et j'étais témoin. Et on m'a même demandé Vous avez assisté à ça? Voilà, d'essayer cette veste. Et alors elle vous allait? Je vous dirai pas, parce que c'est pas le genre de veste oui, que je crois qu'il était un peu plus rond que vous. Alors, et je ne portais certainement pas cette veste. Il faut être extrêmement rigoureux. Effectivement, jusqu'à présent, on n'en parlait pas. Soit on ne voulait pas, soit on ne le savait pas. Mais effectivement, on peut appeler ça un trésor de guerre, ça n'a rien de péjoratif pour une organisation effectivement politique et révolutionnaire. L'autorité palestinienne, plus l'OLP, plus le Fatah, on considère que ça fait un peu plus d'1,5 milliard. Mais là où je suis d'accord, c'est que effectivement, on ne peut pas considérer qu'il y a eu enrichissement personnel. En revanche, l'utilisation de ces fonds que seul Arafat avait la possibilité de faire, là, elle est tout à fait contestable. Et d'ailleurs, l'Union européenne... En quoi elle est contestable? À plusieurs reprises. C'est-à-dire que le népotisme, d'une part, donc le choix des différentes, comment dirais-je, de la redistribution de ce pactole en fonction de ses proches, à commencer par l'un de ses frères, et puis également le choix des clans qui lui faisaient allégeance. Alors là, puisque le Fatah et l'OLP sont composés d'un certain nombre de groupes qui très souvent sont antagonistes, et cela depuis les années 60, alors là, si vous voulez, c'était entre les seules mains de Yasser Arafat jusqu'à ces toutes dernières semaines. Et c'est ça qui était contestable. J'ajoute quand même quelque chose, c'est que les subsides internationaux, oui, d'accord, enfin, il y a aussi l'impôt révolutionnaire ponctionné sur les ingénieurs palestiniens qui travaillaient à l'époque dans le Golfe. Et puis on a oublié, mais tout le monde, pratiquement tout le monde, on ne veut pas en parler, du Liban, le Fatahland au Liban, qui a constitué quand même entre 69 et 82 la période probablement la plus noire d'Arafat et celle qui lui a rapporté quand même le plus d'argent. Voilà, vous parlez de l'impôt révolutionnaire. Dans votre livre, vous allez même plus loin, vous parlez de trafic, des fonds provenant des trafics. Au Liban, il y avait du trafic d'armes et de drogue, bien évidemment. Et au Liban, à cette époque-là, tout le monde faisait du trafic d'armes et de drogue. C'est pas simplement Yasser Arafat. Monsieur Jumblat, Monsieur Gemayel, il fallait bien effectivement trouver de l'argent pour acheter des armes. Absolument. Donc tous les moyens n'est pas le seul, mais Arafat est prix Nobel de la paix et aujourd'hui, c'est lui dont on parle parce qu'il vient de mourir. Mais à l'époque, il n'était pas prix Nobel de la paix. Et depuis 10 jours, on lui accorde une couverture médiatique et des honneurs officiels tout à fait considérables, davantage que d'autres au Liban. Et permettez-moi de vous dire que dans les médias israéliens, pendant des années, c'est comme des médias des pays démocratiques, oui, certes, protagonistes du conflit, mais un pays démocratique avec une presse libre, compétitive, des comptes rendus sur l'état financier de M. Arafat et les différents cercles autour sont publiés depuis des années et des années. Ah ben ça, on peut comprendre. Donc, on peut comprendre que les Israéliens s'intéressent à ces questions-là. Simplement, pour revenir aux médias de ces jours-ci, quand les journalistes de différents journaux et chaînes ont commencé à dire si soit Arafat s'oppose à la venue de la délégation de la direction palestinienne, c'est parce qu'elle veut sa part du magot, c'est parce qu'elle est en train de négocier sa part du magot, ça c'était du fantasme ou il y avait un fond de réalité? Non, moi je pense personnellement que c'était faux. Je pense que c'était faux, c'était pas à propos du magot, c'était parce que effectivement, elle voyait la fin de son mythe à elle personnelle, qui s'était mariée avec cet homme alors qu'elle avait 30 ans et lui 60. Elle s'était complètement identifiée à ce personnage. Elle a eu de grandes difficultés à se faire accepter par la classe politique palestinienne. Elle n'a jamais été acceptée et elle voyait un effondrement alors qu'elle est quand même la mère d'une petite fille qui s'appelle Zawa et qu'on a vu sur un certain nombre d'images et qui a aujourd'hui 9 ans. Donc elle avait besoin de poursuivre une certaine identité. De conserver une certaine identité. C'était plutôt une réticence affective que... À mon avis, c'est affectif. L'argent, elle en a certainement, mais pas à partir du magot d'Arafat, parce que Arafat est parti, à mon avis, en emportant tous ses secrets avec lui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous ces numéros de compte, tous ces... Ah bon j'en suis persuadé. bon, mais attendez. C'est-à-dire ce que vous appelez tous les deux la fortune d'Arafat, en fait, maintenant ne va plus jamais bénéficier à l'autorité palestinienne, aux Palestiniens, à la création de cet État. C'est perdu. Je crois personnellement qu'Arafat, il n'avait pas des comptes, il y avait un certain nombre de comptes en banque qui étaient à son nom, mais sa véritable fortune, on a donné des sommes, on a dit oui, on a donné des sommes, mais il avait des hommes d'affaires, qui soient libanais, qui soient palestiniens, qui soient français, américains et autres, qui géraient cette fortune. Et lui, Arafat, il avait des bouts de papier, ça, il travaillait avec des bouts de papier. C'est différent. Mais il n'y avait que lui qui savait quels étaient les hommes qui géraient cette fortune. Il n'y avait que lui. À part eux. Mais alors est-ce qu'eux vont aujourd'hui dire effectivement je gère une partie de la fortune? C'est un autre problème. Aujourd'hui, il va bien le savoir, il va bien falloir le savoir qui gère et pourquoi. Parce que les gamins palestiniens à Gaza n'en ont pas vu beaucoup quand même de cette fortune et n'en ont pas souvent vu la couleur. C'est vrai? Alors je crois qu'il exagère un petit peu de dire que...
Il y a deux types de fortunes, en tout cas, autour de l'OLP. Il y a effectivement l'OLP, qui est l'organisation révolutionnaire, qui était gérée directement par Yasser Arafat et par des prête-noms qui géraient la fortune. Et puis, il y a effectivement tout ce qui concerne l'argent qui a été donné par la communauté internationale à l'autorité palestinienne, où là, effectivement, il y a eu un certain nombre de détournements. Et qu'on peut... oui, bien sûr. 900 millions de dollars. Il y a eu des détournements, c'est évident. Alors, attendez, il y a donc d'une part ce qui était opaque et d'autre part ce qui est détourné, en gros. Si vous voulez, oui. L'OPAC servait... c'était une organisation révolutionnaire. L'OPAC servait à payer l'armée, la police, etc., etc., etc. Bon, c'est vrai que c'est une gestion particulière, mais bon, est-ce que ce n'est pas la gestion qu'il faut mener quand on est une organisation révolutionnaire? Donc Arafat, entre guillemets, fantasme ou réalité, le financier, le détenteur du pactole, autres grandes images d'Arafat, Christelle, depuis le début de sa carrière politique et de sa visibilité médiatique. Les images symboles, donc là, son décès il y a quelques jours a été l'occasion pour toutes les chaînes de les repasser en boucle. On a notamment pu revoir les premières apparitions médiatiques de Yasser Arafat dans les années 70 en combattant du mouvement du Fatah qu'il avait lui-même créé. Et moi je dis qu'il faut partir en guerre, même si notre sang doit encore couler, pour libérer la Palestine. 20 ans plus tard, voilà, les télés nous ont aussi donné l'image opposée, celle de l'homme de paix, avec la poignée de main hautement symbolique entre le Raïs palestinien et l'Israélien Yitzhak Rabin devant la Maison-Blanche. C'était le 13 septembre 1993. Alors, cette image à la Maison-Blanche, là, effectivement, la poignée de main avec Pérez et Rabin, qui lui a valu une immense popularité mondiale et en tout cas le prix Nobel, elle a été accueillie comment par les Palestiniens? Est-ce que ce n'est pas une image qui a été pour lui ravageuse dans son propre pays? Pas du tout. Moi, personnellement, j'étais donc au moment où il y a eu la signature et cette poignée de main, j'étais en train de faire un reportage pour France 2 à Naplouse, non plutôt à Jéricho, et j'étais dans une famille palestinienne. Et les gens ont pleuré. C'était un moment extraordinaire pour moi, où les Palestiniens avec qui j'étais ont pleuré et ont dit « ça y est, c'est la paix ». Et du côté israélien, est-ce que cette image a été accueillie avec la même émotion? Elle a été accueillie avec une très très grande émotion dans la partie de l'opinion israélienne qui, je dirais, était la moins méfiante vis-à-vis d'Arafat, ou en tout cas qui acceptait j'allais presque dire, de lui prêter sur gage, c'est-à-dire de pourvoir, si vous voulez. Mais je crois que chez les Palestiniens, ça a été un petit peu le cas, à savoir qu'un certain nombre de Palestiniens, probablement la majorité effectivement, ont beaucoup cru dans la paix à l'époque. Cela dit, les durs parmi les Palestiniens, et notamment le Hamas, quelques mois plus tard, envoyait les premières vagues d'attentats de type kamikaze pour essayer de plomber précisément ce processus de paix. Simplement sur Arafat, les deux faces décidément de Janus, à savoir bien sûr d'abord le terroriste et l'homme de guerre, mais qui quand même réussit quelque chose d'exceptionnel, c'est fédérer les différents groupes palestiniens révolutionnaires, ce qui était extrêmement difficile à l'époque. En revanche, un échec, me semble-t-il, c'est celui qui a consisté à ne pas comprendre que les rapports de force des années 60-64, date à laquelle il reprend l'OLP, jusqu'à 2000, le fameux sommet de Camp David II échoué, que les rapports de force avaient radicalement changé en défaveur de la cause palestinienne. Alors, on aurait pu choisir beaucoup d'autres images, parce qu'effectivement, la carrière d'Arafat en a été fertile. On a préféré garder un mot, ou plutôt deux mots, qui sont prononcés à la télévision française, Christelle. Oui, ils sont prononcés en 89, quand Yasser Arafat est venu en France. Il confirme à Mitterrand ce qu'il avait déjà annoncé un an plus tôt à Alger, à savoir la suppression de la clause concernant la destruction de l'État d'Israël, clause qui était dans la charte de l'OLP, et il lui confirme en français dans le texte. Quant à la charte, je crois qu'il y a une expression française. C'est caduc. C'est caduc. Alors Gérard Sebag, je crois que vous étiez, vous, sur place à ce moment-là. Absolument. Cette interview a été faite à l'Institut du monde arabe et Arafat a prononcé ce mot. Et je parlais de ce mot justement hier, au moment où le cercueil d'Arafat était en train de partir vers le Caire, avec Roland Dumas, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Et Roland Dumas me disait, effectivement, j'ai cherché dans le littré le mot qu'il fallait que Yasser Arafat prononce véritablement. Alors Arafat ne comprenait pas caduc, pas caduc, et il a répété à plusieurs reprises, et c'est ce que me disait Roland Dumas hier, il avait écrit sur un bout de papier caduc, caduc, et il a répété à plusieurs reprises.
pour prononcer ce petit mot. Elle a fait des répétitions avec Roland Dumas. Si on veut, oui, absolument. De façon à ce qu'il prononce correctement. Il y avait la volonté à l'époque de clore une partie de cette page terrible de la charte de l'OLP qui remettait en cause l'État d'Israël. Oui. Mais c'est lui qui avait voulu le dire en français ou est-ce qu'on lui souffle l'idée de le dire? Il accepte de le dire. Il a demandé des explications. Si vous voulez aller plus loin, il y avait à côté de lui Ibrahim Sousse qui était le représentant de l'OLP à l'époque et il a demandé à ce qu'on lui traduise très exactement quelle était la signification du mot caduc. Et donc on lui a traduit, il a dit oui, absolument. Il comprenait ce qu'il disait quand même, hein. Même si Dumas lui avait soufflé, il comprenait ce qu'il disait. Il comprenait tout à fait. Hein. Cette partie, je voulais pas. Ibrahim Sousse lui a traduit, lui a expliqué la signification du mot caduc. N'empêche que, comme nous avons dit tout à l'heure et comme c'était bien illustré dans l'extrait, l'aigu de la formule, la façon dont il fait, qu'il l'ait ou pas, et maîtriser le sens du terme verbalement ou mentalement, il tourne vers la gauche, il demande commencer pour prononcer finalement l'essai caduc. Ça, c'est les fameux goûts de la formule des personnages qui exercent une force telle sur le média moderne. Et de la mise en scène, selon vous, et le goût de la formule et de la mise en scène. Ce mouvement de tête, comme s'il cherchait son mot. Il cherchait un petit sourire, et puis il lâche le terme, un sourire à trois quarts, et puis effectivement, cette formule là fait les tours du monde. Et en cela d'ailleurs, mais alors là sur un niveau nettement plus problématique, il faut quand même parler du rôle d'Arafat dans l'introduction de la violence, je dirais la banalisation de la chose violente, la domestication même de la chose violence dans le fantasmatique et le réel des centaines de millions de téléspectateurs dans le monde. Le kidnapping d'avions des années 70, à l'époque, c'est vrai, ils n'étaient pas les premiers chefs guerriers, les premiers chefs d'organisation terroriste, si vous voulez, révolutionnaire, si vous voulez, qui a pris des avions et des passagers en otage. Il y avait les Cubains avant, mais il n'y avait pas la violence meurtrière qui les avait accompagnés. Son mouvement à lui, son action à lui, il l'avait introduit, on l'a oublié. C'est lui qui était quand même à l'origine de ce meurtre au sein des Jeux Olympiques de Munich en 72. Ça fait monter d'un palier, deux paliers, l'échelle de la violence politique dans ces sens-là. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il en a parfaitement compris l'usage qu'il pouvait en faire et l'usage qui pouvait être fait pour servir sa cause de ces images de terrorisme. Bien au-delà de la violence directe, c'est-à-dire la violence qui est véhiculée justement par les images, par les diffusions et par la charge émotive qui est dégagée en fonction de cela. Bon, vous en aviez parlé avec lui de cette utilisation médiatique du terrorisme. Est-ce que... Lui, il a toujours dit qu'il était contre le terrorisme, mais en réalité, c'était son discours officiel. Oui. C'était son discours officiel. C'était son discours officiel. Mais autrement, la cause palestinienne, effectivement, elle est apparue sur la scène internationale grâce à ces images. Qui, en 1970, savaient ce qu'étaient les Palestiniens. Mais par contre, quand il y a eu Septembre Noir et qu'il y a eu effectivement la prise de ces avions, c'est là où il a su effectivement, même si ce n'était pas lui directement qui était sur cette opération, il a su utiliser effectivement un événement, une image forte pour que, sur le plan international, on comprenne que la cause palestinienne existe. Il a su se servir de cela aussi. Vous dites utiliser, vous ne dites pas créer. C'est-à-dire que vous ne pensez pas qu'il y avait dans son esprit l'intention de créer ces images pour rappeler l'opinion mondiale et faire exister, comme vous le dites, la cause palestinienne. Peut-être qu'il a voulu pas créer, parce que ce genre de violence, on les avait vus auparavant aussi, hein, que ce soit au Moyen-Orient ou ailleurs. Qui dit utiliser, dit pousser. Mais ce qu'il a, c'est qu'il a su se servir dans tous les cas des médias. Frédéric Ancel. Pour notamment dépasser le monde arabe qui ne supportait absolument pas l'idée qu'il puisse y avoir un peuple palestinien. Aujourd'hui, tout le monde le reconnaît, bien évidemment, tant mieux, mais à l'époque, jusqu'en 67 au moins, probablement jusqu'à la fin des années 70, la Syrie, l'Égypte, la Jordanie, bien sûr la Jordanie, d'autres États, d'autres régimes, d'autres gouvernements arabes refusaient absolument de voir se créer en quelque sorte un nouvel État arabe sur la base de ce que proposait Yasser Arafat. Et Septembre Noir, ça a été rien de plus que la volonté, la tentative d'une partie de l'OLP, à l'époque c'était le FPLP, de mettre à bas le régime jordanien et la répression excessivement violente du roi Hussein de Jordanie pour définitivement éradiquer ce mouvement. David Abiker. On l'a vu en combattant, vous dites qu'il a utilisé formidablement l'image. Moi je crois que sa grande réussite, entre guillemets, c'est qu'il a utilisé l'image de la faiblesse comme une arme. C'est-à-dire que les images récentes les plus spectaculaires et les plus efficaces de Yasser Arafat sont des images du faible. Vous avez dit, il reprisait ses chaussettes. On l'a vu à la lueur de la
n'a pas vu l'image. Hein, non, mais on croit Gérard Sebag sur parole, mais on n'a pas vu l'image. On a l'image de Gérard Sebag en train de le dire. On a cette image de Yasser Arafat à la bougie quand son quartier général est détruit. Et on l'a en pyjama bleu. Et je pense que cette image de Yasser Arafat faible, elle est dévastatrice aujourd'hui, et beaucoup plus que celle des menaces ou des rodomontades militaires. Dévastatrice pour qui ? Elle est dévastatrice pour le camp adverse. C'est pour Israël. Ça que je veux dire. Pour Israël, parce que aujourd'hui, le faible est plus efficace que celui qui fait des démonstrations de force. C'est ce qu'on appelle en géopolitique la force du faible. Celle-là, elle est nouvelle. Elle est arrivée avec les médias modernes. Elle est arrivée avec l'image qui voyage d'un bout à l'autre du monde, absolument. La personne faible, le protagoniste faible, le symbolisme faible, le manque même. Enfin, le manque de choses. Donc, c'est la grande rupture entre, j'imagine, la façon dont les imageries voyageaient avant, quand il était question qu'est de paroles, qu'est des mots écrits ou entendus, et à partir du moment où on peut voir un homme avec la bougie sous siège, où on peut voir et la barbe qui pousse dans des conditions de siège militaire, ainsi de suite. Enfin, nouveau, je veux pas ouvrir un très très vaste débat, mais il y a une image de faiblesse qui impressionne fortement des millions et des milliards de gens depuis 2000 ans, c'est celle de Jésus sur sa croix. Donc on renoue avec une très ancienne tradition. Oh là, attention, j'allais dire Jésus qui est considéré comme un Palestinien par les Palestiniens, enfin en tout cas dans la vulgate palestinienne. Hein. Je voudrais maintenant qu'on termine par la dernière image d'Arafat vivant, Christelle, qui est l'image de la montée dans l'hélicoptère. Donc c'était il y a 10 jours, le 29 octobre, c'est sans doute une image qui restera aussi dans les images symboliques. Encore une fois, est-ce que là, il utilise l'image ou dans un dernier salut, un dernier geste d'affection à son peuple, voilà. C'est pas un salut, justement. C'est pour ça que cette image est tellement frappante, parce que quel est le dernier geste qu'il adresse à son peuple avant de monter dans l'hélicoptère? C'est pas le point levé, c'est pas un salut, c'est un baiser. C'est pas non plus le salut militaire. Ce n'est pas le salut militaire. Qu'est-ce qu'on peut en... On est là vraiment dans l'affect. On est dans l'affect et effectivement, l'image du faible dans un conflit où on a intérêt à utiliser sa faiblesse objective, d'ailleurs économique, militaire, politique, face au plus fort, notamment en l'occurrence Israël, eh bien c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et c'est vrai que ça existe, notamment depuis 30-40 ans, parce que il y a 2-3 siècles, si vous voulez, le faible, il le restait et il y avait très très peu de chances pour que les opinions publiques qui n'existaient pas en tant que telles à l'époque s'intéressent à lui. Je voudrais citer une phrase de Shimon Peres, qui a été le partenaire de paix, ancien ministre israélien des Affaires étrangères, qui a été le partenaire de paix d'Arafat, une phrase d'un article qui vient de publier dans Le Monde, en France. Quand il a dû choisir, dit Peres à propos d'Arafat, entre l'amour de son peuple et l'amélioration de la vie de ce même peuple, il a malheureusement choisi l'amour. Est-ce que vous la reprendriez à votre compte, Gérard Sebag ? Oui, je crois qu'effectivement, à un moment de sa vie, lorsqu'il y a eu les négociations de tabac, il a hésité. Il a manqué à ce moment-là de ce geste historique. Et effectivement, il a choisi son peuple. Et il a choisi... Non, c'est pas ce que dit Peres. Peres dit il a choisi l'amour de son peuple. Mais le pragmatisme. C'est tout à fait différent. Oui, peut-être. Mais en tous les cas, il a choisi son peuple. Et il savait que de toutes les façons, son peuple n'accepterait pas ce que lui, je pense, aurait pu, dans son évolution psychologique et dans l'évolution du conflit, aurait pu accepter, c'est-à-dire tout ce qui concerne Jérusalem. C'est tout de même le propre d'un homme d'État, parfois, de tenter d'aller à contre-courant, quand même, y compris face à sa propre opinion publique. Il n'a pas fait ce pas. Et c'est peut-être l'aspect gentleman de Shimon Peres, qui était, d'une certaine façon, très proche d'Arafat et de façon et problématique aussi, hein, et qui dit ça en accompagnant sa mort, parce que quand même le rôle premier d'homme d'État, c'est de fonctionner à la hauteur du statut d'homme d'État. Et en cela, les historiens trancheront, mais à l'ère actuelle, il paraît qu'il a quand même raté davantage des choses. Et l'amour, pourquoi pas les situer justement sur le registre de l'amour, comme propose Shimon Peres, le jour où il s'en va. Très bien. Merci à tous trois de ces regards croisés sur les multiples images de ce caméléon politique et en tout cas médiatique que fut Arafat. Laurence Lacour, c'est pas votre jour, mais compte tenu de l'avalanche de réactions outragées qui a déferlé sur le forum Internet après notre émission de la semaine dernière, vous avez souhaité revenir porter la parole de nos internautes cette semaine. Alors, dimanche dernier, lors de cette émission intitulée « Les médias ont-ils fait campagne ?» à propos des élections américaines, vous avez reçu parmi vos invités le journaliste Éric Laurent, dont les ouvrages ont inspiré le documentaire de William Carell, Le Monde selon Bush, passé cette année à la fois au cinéma et à la télévision. On était bien devant arrêt sur image,
Mais vers la fin, les téléspectateurs ont plutôt cru voir et entendre un simulacre de Marc-Olivier Fogiel, ce qui est quand même pas le plus grand compliment qu'on puisse vous faire, la preuve par l'image. Ce qui est le plus troublant, parce que c'est le plus énorme, c'est cette histoire de disque dur, d'ordinateur retrouvé dans les gravats du World Trade Center. Non. Alors ça vient d'où? On va être très très concret, ça vient d'où? Vous l'avez lu? Oui, je vous ai lu, mais je voudrais que les téléspectateurs... Non, mais c'est très simple, il faut me lire plutôt. Il faut lire, parce que je ne parle pas... Les téléspectateurs liront Éric Laurent, mais pour les téléspectateurs qui n'ont pas encore lu Éric Laurent, est-ce que vous pouvez nous dire d'où ça vient? C'est une réalité... Non, c'est une réalité qui vient d'où? Elle était recoupée, effectivement, par plusieurs, révélations dans les journaux. Quelle est votre source? Mais plusieurs. Alors, je vais vous les donner toutes. Elles sont toutes dans le livre. Oui, mais les téléspectateurs n'ont pas lu le livre. Ils le liront. Il y a par exemple un expert, effectivement, qui s'appelle... Je vais tout de suite son nom. Il faudrait que je le retrouve, car je ne retrouve plus la page, mais je vais la retrouver très vite. Et qui est en effet... Alors c'est page 53, je vais vous aider. Mais merci, voilà. Et donc il y a un rapport de Reuters. Alors non, Reuters ne fait pas des rapports, ils font des dépêches d'agence. Des dépêches, absolument, dépêches, qui évoquent en effet cette spéculation. Qui est cet expert? Comment s'appelle-t-il? Et qui s'appelle en effet Richard Wagner. Alors votre public, celui des fidèles, celui des fans avec lesquels vous avez tissé un lien de confiance depuis 10 ans, je ne parle pas des râleurs professionnels comme on en voit souvent, a été choqué, voire consterné par votre agressivité et un tel acharnement à l'encontre de votre invité. Cette confiance, je crois, a été un peu ébranlée, je l'ai vraiment ressenti et je vous le dis sincèrement. Alors j'aurais pu faire, comme à mon habitude, une sélection de tous les messages qui seraient venus étayer mon propos, mais d'abord la liste aurait été interminable, c'était très long, la sélection arbitraire, et je pense que ça aurait surtout été cruel. Alors je veux bien être intransigeante, mais pas cruelle. C'est pourquoi je n'ai retenu qu'une seule phrase, très forte, et qui me paraît refléter l'état d'esprit des téléspectateurs et internautes. Je la lis, et elle est derrière les écrans. Cette scène de mise à mort, le sourire aux lèvres, Daniel Schneiderman cherchant du regard l'aval des autres invités, laisse un goût très amer. Alors vous avez lu le forum, vous vous êtes même allé y répondre et vous avez senti, je pense, cette grande amertume. Alors dites-nous ce qui s'est passé pour qu'on vous voit perdre le nécessaire recul, comme dit l'un d'entre des descripteurs, qu'on attend de vous et peut-être plus que d'un autre. Que vous dire, c'est que évidemment, il n'entrait pas dans mon objectif de pratiquer une mise à mort face à Éric Laurent. Mais si vous ne le considériez pas comme fiable, pourquoi lui donner une tribune ? Il s'agissait. Alors, je crois que vous avez assez clairement vu, et les téléspectateurs ont assez clairement vu, qu'il ne s'agissait pas de lui donner une tribune. Il s'agissait quand on invite quelqu'un, il ne s'agit pas de lui donner une tribune, il s'agit de le questionner, et de le questionner parfois vivement. Cela dit, si ce que vous voulez me faire dire, c'est que je me suis planté, oui, je me suis planté. Alors, même si vous ne voulez pas me le faire dire, je le dis. Évidemment que quand on donne cette impression à de nombreux téléspectateurs, on s'est planté. Alors, j'ai essayé de comprendre où je m'étais planté. Je ne pense pas que je me sois planté dans le ton, ni même la vivacité des questions du plateau, parce que je pense qu'on peut se permettre cette vivacité-là, on peut se permettre ce ton-là, et en tout cas, je compte bien, je vous le dis, continuer à poser des questions sur ce ton-là, il n'y a aucune raison de se l'interdire, mais on peut se le permettre quand on est, comme on dit dans le jargon des journalistes, béton sur le dossier. Alors justement, vous abordez le deuxième point que je voulais aborder. Les nombreuses critiques portaient notamment sur cette petite contre-expertise, le thème est de vous, que vous avez tenté d'apporter au dernier livre d'Éric Laurent, La face cachée du 11 septembre. Vous avez tenté de démonter 2 ou 3 points en vous appuyant sur quelques recherches rapides sur Internet. 3 minutes de recherche opposées à 10 mois d'enquête, qui dit mieux, résume un téléspectateur ironique et incrédule. Incontestablement, notamment sur cette question des disques durs retrouvés dans les gravats du World Trade Center, j'ai enquêté à charge contre Éric Laurent pour préparer l'émission. C'est-à-dire, je suis allé sur des sites Internet, j'ai fait une enquête qui était à la fois trop courte et, ce que je déteste le plus au monde, une enquête à charge. J'ai fait une enquête à charge et effectivement, en allant chercher que des éléments qui étaient contre Éric Laurent et finalement qui assimilaient Éric Laurent à Thierry Messant, alors qu'Éric Laurent, c'est pas Thierry Messant. Éric Laurent, l'enquête d'Éric Laurent, c'est toute une série d'éléments qui, en soi, peuvent être vrais et probants, mais entre lesquels il fait des liens, finalement, qui aboutissent à tirer des conclusions qui sont très hasardeuses et et qu'on peut remettre en question. Donc voilà, j'ai fait une enquête à charge et j'ai mal ajusté le tir. Et le résultat, c'est cette mauvaise émission. Cette mauvaise partie d'émission, oui, parce qu'on ne parle là que de la dernière partie de l'émission. C'est vraiment à partir de ce moment-là que vous êtes sorti de votre sujet initial et que vous êtes fourvoyé à la fois dans la forme et puis dans le fond. Enfin, ça pose quand même la question, si je puis dire, de l'humilité du journaliste devant l'événement. Dire comment est-ce que vous pouvez, vous, et d'ailleurs ce n'est pas votre mission initiale ni votre concept initial,
apporter une contradiction sur une enquête, quelle qu'elle soit, de 10 mois sur les événements du 11 septembre. Il s'agissait sans quitter le 15e arrondissement. En tout, c'est quoi Arrêt sur image? Arrêt sur image, c'est pas une émission de contre-enquête. Arrêt sur image, c'est une émission qui tente de dévoiler la manière dont l'information est produite et dont les journalistes travaillent. Donc voilà, donc il ne s'agit pas de demander à Éric Laurent, mais qui a commis les avocats du 11 septembre, il s'agit de demander à Éric Laurent et à tous les autres, et à tous les journalistes des télés, françaises, étrangères, qu'on reçoit à longueur d'année, mais comment avez-vous travaillé? Quelles sont vos sources? Comme on vient de le faire dans cette émission à propos de la maladie d'Arafat. Oui, mais vous aurez donné 4 noms, 5 noms américains de soi-disant sources fiables. Qu'est-ce que ça vous aurait apporté de plus? Qu'est-ce qui est sorti de cet échange? Rien. Non, mais c'est les limites du genre, Laurence. C'est les limites du genre. Effectivement, nous ne sommes pas une émission de contre-enquête, nous ne sommes pas une émission d'enquête, nous sommes d'une émission, plus exactement, de contre-enquête sur les méthodes de travail des journalistes. Merci de nous avoir suivis. Arrêt sur image revient la semaine prochaine à 12h38.